Bonjour à tous, c'est Thomas et je suis ravi de vous retrouver sur le blog aujourd'hui dans la très belle compagnie de Marc Vella. Bonjour Marc. Bonjour Thomas. Voilà, au domaine des Sarres, tu es chez toi en ce moment, un lieu que j'ai déjà eu l'occasion de visiter, qui est un très beau lieu. Et donc, je te remercie de nous accorder ton temps pour cette rencontre. Comment vas-tu en ce printemps 2015? Bien, bien en questionnement En en ce moment. questionnement? Ouais. Est-ce que c'est le printemps? Je ne sais pas, mais bon, l'année a commencé quand même difficilement, hein. Ouais. Mm. Il y a eu ces attentats en répétition, enfin, l'éclipse le jour du printemps, enfin, c'est plein de signes que j'ai trouvé un peu durs, sombres, Mm. voilà, qui fait que, voilà, en questionnement, parce qu'on devait en plus faire la caravane amoureuse en Tunisie, et puis, et donc voilà, à part ça, écoute, à part ça, tout va bien. La Oh. santé, tout va bien. Bien sûr. Alors moi, je trouve que tu as un très bel exemple, Marc, de l'aspect co-créatif en fait de la vie, dans le sens où selon moi, tu es vraiment, alors depuis tout jeune, tu es à l'écoute vraiment de ce qui t'aspire à l'intérieur de toi, tu as réussi à le mettre en forme, tu as réussi à être dans la création de ces projets-là, et puis après, en développant ces projets, tu as réussi à créer du lien avec l'humain en quelque sorte. Donc tu as pour moi un très bel un aspect de réalisation et un très bel exemple de réalisation. Et comment ça a été pour toi dans ton cheminement d'homme, tout particulièrement? Est-ce que je crois que depuis 24-25 ans, tu t'es vraiment lancé à fond dans la musique et les caravanes amoureuses et tout ça? Et dans ton cheminement d'homme, comment ça a été tout ça? Waouh, ça c'est une question. Comment ça a été? Déjà, je pense de faire en sorte que ma propre vie soit une aventure, Hmm. conscient que notre existence n'est pas éternelle, enfin même si peut-être, mais enfin sous cette forme-là, déjà, ça c'est clair que c'est très fugitif hein, dans l'histoire de l'univers. Ce que nous sommes là, à présent, ce que je suis, c'est 3 microsecondes. Hmm. Donc, même si après on s'inscrit dans l'éternité, même si peut-être la conscience demeure, euh, l'énergie, je ne sais pas, enfin, on ne sait pas trop, on a après des intuitions. Mais voilà, en tout cas, cela dit, ouais, l'envie peut-être farouche de vivre chaque instant, de ne pas en perdre une miette et être le plus je dirais, en adéquation profonde avec le vibrant de la vie, ce que je pouvais ressentir, éprouver et essayer effectivement de l'accomplir. Alors ouais, mais c'est vrai que ça semble assez simple comme tu le dis, mais dans le sens tout ça, ça fait appel à des qualités, ce qu'on appelle un petit peu féminines, à aussi s'écouter, son intuition, se connecter un petit peu à son émotionnel. Est-ce que tout ça, on te l'a un petit peu enseigné par tes parents, notamment quand tu étais plus jeune, ou c'est quelque chose qui a été un petit peu fulgurant après au fil de tes expériences? Non, je pense qu'effectivement, ça s'est affiné avec le temps, Ouais. ce que tu dis. Après, je crois que c'est aussi lié à peut-être à des stratégies que j'ai dû utiliser de survie. Hmm. Parce que voilà, tu me demandais mon cheminement. Au départ, ma vie n'a pas été simple, comme peut-être certainement beaucoup de monde sur cette planète. Il y avait beaucoup de violence à la maison, beaucoup de violence. Et pour survivre, j'ai appris à chercher l'amour chez les voisins. Hmm. Voilà, c'est un peu comme ça que moi, j'ai trouvé la solution. Et donc, à 6 ans, quand j'allais à l'école, à pied, en, comment dire, en, en cours préparatoire, enfin voilà, à l'école primaire, je, je sonnais à toutes les portes. Donc, évidemment, au fil des mois, curieux de ce qu'il y avait, j'avais en moi déjà cette curiosité de l'autre, ce désir de l'autre. J'ai toujours eu le désir de l'autre, Hmm. qui évidemment s'est aggravé à l'adolescence et avec l'arrivée de la sexualité. Mais parce que, évidemment, c'était compliqué quand on désire l'autre. Moi, je désirais tous les autres. Et, mais donc, à 6 ans, bon, évidemment, c'était pas là, ça, mais il y avait cette soif, cette curiosité. Et donc, quand je sonnais, alors évidemment, je sonnais pas derrière les portes où il y avait marqué chien méchant. Ça, je sonnais pas. Ou quand il y en avait un qui aboyait très fort, je sonnais plus. Mais quand même, dans ma rue, jusqu'à l'école primaire, je connaissais plein de gens. Et il s'avère aussi qu'il y avait des gens qui étaient seuls, des gens un peu oubliés, des personnes âgées, et pour qui j'étais devenu un véritable rayon de soleil, et qui m'attendaient à 16h30, à la sortie de l'école,
à leur portail, avec un petit gâteau, avec un petit bonbon. Le proverbe qui dit ne pas prendre les bonbons des mamies, moi je les prenais, même si je n'aimais pas ça d'ailleurs. Mais j'aimais ce petit cadeau, ce temps de sourire, ce temps du bisou, ce temps de ah, ça fait plaisir de te voir, on t'attendait. Alors que quand j'arrivais chez moi, c'était tout l'inverse. Chez moi, on me disait qu'est-ce que tu fais là, on ne te veut pas. Donc voilà, je crois que j'ai survécu grâce aux autres. Et est-ce que la musique a commencé à te porter déjà dès ce jeune âge ou elle est venue par la suite? Non, non, c'est une très bonne question parce qu'en fait, dans mon enfer, il y avait un piano. Hmm. Et c'est vrai que ce piano était un confident, il était un refuge, il était un exutoire. C'était un peu tout ça à la fois, en fait. Et donc, je jouais pour pas entendre les cris, pour pas entendre, voilà, pour m'oublier, pour oublier, pour échapper. Et j'ai joué beaucoup, 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 beaucoup. C'est comme ça que m'est venue cette technique que, voilà, que tu dois connaître. Ouais. Et puis, voilà, parce que moi, je suis un autodidacte en musique. Hmm. J'ai pris une année de cours de piano, j'avais 17 ans, mais c'est tout. Hmm. J'allais être musicien professionnel un jour, que j'allais devenir compositeur et concertiste. Ben, c'était quelque chose que je ne m'avais même pas effleuré l'esprit. Ouais, 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 ouais. Et donc ce piano aujourd'hui, c'est ton compagnon de voyage, on va en parler régulièrement, mais il y a aussi l'écriture pour laquelle aussi tu as un talent, une affinité toute particulière. Est-ce que aussi c'est quelque chose qui t'a porté depuis tout jeune? Alors, je dirais que déjà, pour finir sur ce point, je pense que ce que je suis devenu, effectivement, pianiste nomade, est un petit peu, je crois, finalement, la combinaison de ces stratégies de survivance. C'est-à-dire à la fois le petit garçon qui cherchait l'amour chez les voisins et ce musicien en herbe qui s'évadait. Et je crois que quand je suis devenu jeune homme, j'ai continué ça. J'ai Ouais. continué à être nomade, à chercher l'amour à travers le monde et avec mon piano, qui pour Hmm. moi me donnait une sorte de... C'était un peu ma potion magique à moi, comme Astérix. Voilà, moi, mon piano me donnait une sorte, à la fois l'accès aux autres et surtout cette idée que j'étais invulnérable. Hmm. Voilà, ça c'est clair. Ensuite, l'écriture, en fait, j'ai fait des études de lettres. Voilà, D'accord. j'étais pas un matheux. Et j'ai été matheux une année où j'avais une prof de maths qui était absolument une très belle femme qui m'a rendu matheux pendant un an. Mais voilà, autrement, non, je ne l'étais pas vraiment. Et ça ne me passionnait pas, quoi. Tout ce qui était ça. Mais par contre, ouais, les lettres, ouais, donc très vite, à l'âge de 15 ans, je me suis rendu compte que se révélait à moi ce que j'appelle les jouets intérieurs. Voilà, quand on est enfant, on joue aux soldats, aux voitures, enfin voilà, quand on est garçon. Et puis, arrivé à l'âge de l'adolescence, je découvrais de nouveaux jouets, qui étaient justement le fait d'écrire des poèmes, de dessiner, de peindre, enfin de créer. Et ça, c'est les jouets intérieurs. Et j'ai eu la chance, contrairement à beaucoup d'autres personnes, qu'on ne m'ait pas brisé ces jouets. Hmm. J'ai eu la chance qu'ils se soient révélés quand j'étais en internat, parce que j'ai demandé à quitter, hein, c'était tellement infernal à la maison. Moi, je voulais me suicider à 16 ans. Et donc, c'est une psychologue scolaire du collège, quand j'étais en troisième, et du lycée en seconde, qui m'a dit, mais vous vivez quelque chose de très dur, il faut quitter cette maison. Et grâce à elle, j'ai pu rentrer en pensionnat. Donc, j'ai pu continuer mes études, faire ma seconde, ma première et ma terminale. Et là, dès que je suis parti de la maison, en fait, il y a eu une véritable explosion de conscience. J'étais plus, je dirais, angoissé, préoccupé par toute cette violence. Voilà, ma mère, ça a été une culpabilité de la quitter. Mais bon, l'homme qu'elle avait choisi, c'est-à-dire mon beau-père, elle l'avait choisi, elle en était responsable. Et moi, je lui ai dit, écoute, je n'y suis pour rien. Elle me disait de pas partir, elle me disait que j'étais sa joie de vivre, mais je dis en attendant, moi, je vais mourir. Donc, je dois partir. Voilà. Et ça a été très dur, mais je l'ai fait. Ça a été une décision très difficile, mais qui m'a sauvé la vie. Ça, c'est indéniable. Hmm. Et là, en pension, se sont révélés ces joies intérieures, Hmm. donc notamment l'écriture. Ouais. Mais je ne pensais pas écrire un livre. J'écrivais un poème, j'écrivais des choses, voilà. J'étais fan à l'époque de Baudelaire, de Rimbaud, de Musset. Et donc, comme j'étais fan de Liszt, de Chopin, de Rachmaninoff, j'étais un romantique. Et, mais voilà. Et ça, mon écriture s'arrêtait à une page, deux pages, je dirais, de prose ou de poésie enflammée, lyrique. Mais Ouais. voilà, ça n'est pas plus loin. Hmm.
Et puis donc il est venu en toi après le fabuleux projet de cette caravane amoureuse, qui est pour moi vraiment c'est une transformation complète de ton histoire en quelque chose de voilà d'expansif, de libérateur, de co-créateur, où tu amènes avec toi plein de matériel, mais surtout plein de monde, plein de cœur, et tu voyages comme ça avec ton piano dans le monde entier. En Éthiopie, je crois en 2015, hein, si c'est bien Novembre. ça. Ouais. Et comment est-ce que l'idée vraiment un jour, quel a été le premier pas pour toi dans cette formidable aventure? Est-ce qu'au début tu voyais les choses certainement beaucoup plus petites, ou tu as eu toujours cette idée de voyager et d'être un nomade comme ça? Alors, de voyager seul ou à plusieurs? C'est quoi ta question? C'est d'abord déjà savoir pourquoi je suis parti seul déjà, c'est ça un petit peu? Oui, peut-être, oui. Ouais. Bah, je te l'ai dit tout à l'heure, cette soif du monde. Voilà, je Ouais. pense que si j'avais pas eu ce désir des autres, j'aurais jamais fait 6 tours du monde avec un piano à queue, ça c'est clair. Mm. Euh, J'avais cette soif vraiment de ce mystère de l'autre. Je me rappelle quand j'étais gamin, mon beau-père médecin recevait des revues comme National Geographic, Reportage, Géo, enfin voilà. Et dans ces revues, c'était aussi moi une source d'évasion. Et quand je voyais ces gueules vraiment de nomades, justement, ces gueules de bergers, ces visages d'hommes brûlés par d'autres soleils, ou ces visages de femmes, ces regards mystérieux, interpellaient chez moi un grand désir. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces regards? Comme quand il y avait 6 ans, je me disais, qu'est-ce qu'il y a derrière ces portails? Je me disais, qu'est-ce qu'il y a derrière ces regards? Et puis j'avais un beau-père qui, lui, était un homme violent, puis qui tenait des discours racistes. Voilà, pour lui, tout ce qui était noir, arabe, enfin tout ce qui n'était pas français, c'était de la sous-race. Donc je ne voulais pas croire cet homme, et j'avais cette curiosité, j'étais convaincu qu'il y avait là quelque chose de grand que je pouvais découvrir et qui m'appelait. Mm. Et donc voilà, donc dès que j'ai quitté la maison, j'ai fait mes études, j'ai passé mon bac, et puis j'ai fait des petits boulots, évidemment, pour vivre, parce que je n'avais pas un sou de la maison. Et alors j'ai fait tout ce qui avait de plus ingrat. Quand on a 17 ans, on n'a pas trop le droit de travailler, 16 ans. Donc je faisais de la plonge, je, je, je triais des bouteilles, des épaves dans des caves souterraines, dans des bars où il y avait des montagnes d'épaves où il fallait ranger les bouteilles de tel vin, du Pepsi Cola, de limonade dans les caisses correspondantes, et tout était mélangé. Enfin voilà, je gagnais rien, pas grand-chose, mais le peu, voilà, au bout de 5 ans, m'a permis de le mettre de côté déjà, n'étant pas fumeur ou n'étant pas adepte des boîtes de nuit. Enfin, pour moi, c'était pas ma tasse de thé. Ce qui m'empêchait malgré tout de pas avoir quelques amoureuses, hein. On n'a pas besoin d'aller là pour ça. Mais voilà, en tout cas, je ne dépense pas mon argent en bêtises. Mm. Et du coup, j'ai pu m'acheter mon piano, voilà, que j'ai toujours le Oui. même. Ah ouais. Et c'était marrant ce piano parce que voilà, il se vendait pas trop cher, et à l'époque, je l'ai acheté 6 000 euros, 40 000 francs. Et voilà, c'est marrant parce que j'avais le rêve de traverser le désert, et je l'avais acheté chez une personne. L'adresse était rue de l'Arabie, qui se trouve ce piano. C'était incroyable. Voilà, et puis bah, dès que j'ai eu le piano, bon, je me suis pas dit, oh là là, il faut pas l'abîmer. Non, dès que je l'ai eu, je l'ai mis. J'ai trouvé une remorque, en fait, c'est son métier. Je lui ai dit, écoutez, je vais faire quelque chose d'unique, je vais voyager avec mon piano, ça va vous faire de la publicité. Et puis voilà, et puis ce gars m'a prêté la remorque. Mm. Et puis à la fin de d'une année de voyage, il me l'a donné, même, parce que ça l'a touché, ça lui a énormément plu. C'est même devenu un ami. Mm. Donc voilà, ça, puis voilà, puis c'est surtout ces premiers voyages, quand je suis parti, et la première fois que je suis arrivé en Afrique noire avec le piano, là, ça a été un choc. Ouais. Ça a été un coup de foudre. Je trouvais pas du tout ce que mon beau-père me racontait. C'est-à-dire, je voyais vraiment de la beauté humaine, cette musique, ces hommes magnifiques, leur beauté, leur danse, cette souplesse, cette force. La femme, c'est les femmes, voilà, incroyablement fascinantes, quelque chose de presque animal, envoûtant. La musique, la poésie, les griots, tout cet univers. Enfin, moi, ça a été, voilà, là, je crois que ça a été. Et là, j'ai rencontré Adam Madramé, qui est un très grand maître de djembé. Et puis, il s'avérait que le hasard a voulu que le président de la Fondation de France d'Afrique en création était présent, et m'a demandé est-ce qu'on pouvait faire un CD ensemble.
Voilà, et puis on a fait un CD ensemble, on a fait une tournée mondiale, ça s'est clôturé à l'Olympia, enfin voilà. Puis après, de fil en aiguille, ça a été tous les voyages, Hmm. voilà, à travers le monde, qu'on peut voir sur quelques films. Bien sûr, oui. Ça a séduit le public. Ouais. En fait, le public était fasciné par ces aventures. Bien sûr, toutes ces rencontres en Inde, au Pakistan, en Afrique et Dieu sait où, fait que ça a aussi énormément modifié ma musique. Oui. Et donc, ça a évolué. Et à force, euh, c'est génial de rencontrer l'humanité de cette façon-là. Est-ce que vous pouvez... j'aimerais venir avec vous. Hmm. D'autant plus qu'un film venait d'être fait qui s'appelle Le Piano des Sables, un film qui retrace l'aventure du Paris-Dakar en piano, et où nous n'avions écrasé personne, évidemment, nous étions allés au rythme du regard. Et ce film, où on voit le piano qui traverse le Sahara, tout le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, la rencontre avec les peuples. Donc les gens venaient me voir, et c'était de plus en plus récurrent, en me disant amenez-moi. Hmm. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Voilà, à force comme ça, au fil des années, des mois et des années de cette demande. Donc je suis allé voir un directeur de transport public à Bordeaux, à la Citram. Et, et donc je lui dis voilà, je voudrais emmener des gens pour dire je t'aime aux autres. Je voudrais qu'on aille envahir amoureusement des pays en adoptant la stratégie de la guérilla des bisous. Et pour ça, il me faut des autres des grands yeux, un PDG, crâne chauve, costume, cravate, voilà le patron, quoi. Et puis, il me dit, t'en veux combien? Je dis trois. Il me dit, je te les donne. C'est extraordinaire, hein. Hmm. Voilà, et c'est comme ça que c'est parti, la caravane Hmm. amoureuse. D'accord, un amour, ok. Puis la vie est incroyablement bien faite. Un homme était à mes côtés qui s'appelle Bassam, qui est toujours à mes côtés d'ailleurs, Hmm. qui a transformé ses bus en camping-car géant, avec couchage, toilette, cuisine, salle de bain. Voilà, et puis du coup, ces bus sont devenus des grands camping-cars viables, et c'est comme ça qu'on a pu lancer le projet. Et commencer en 2015 de prévoir à nouveau ce projet-là, au vu de tout ce qui se passe dans le monde, des transformations que chacun vit à l'intérieur de soi. Est-ce que la caravane amoureuse aussi, elle subit cette transformation-là à l'intérieur d'elle-même? Comment tu mets en Alors, place? la caravane amoureuse, donc il y a un livre qui s'appelle La caravane amoureuse, que j'invite l'auditeur à se procurer, qu'on ne peut trouver que sur mon site pour le moment, Hmm. ce qui sera réédité prochainement chez Guy Daniel. Oui, ça n'a pas été une aventure facile. Voilà, ça c'est clair que la première caravane amoureuse en 2004 au Maroc a été magnifique, mais entre nous, on a été amoureux 4 jours. Ouais. Voilà, Hmm. ça a été humain, c'est difficile. C'est là où je me suis rendu compte qu'il fallait un cadre, il fallait une éthique, il fallait une charte, il fallait quelque chose dont je n'avais absolument pas conscience Bien sûr. Ouais. du voyage. Et à la fin de cette première caravane, ça a été tellement dur pour tout le monde, pour le groupe, toute cette stratégie humaine inconsciente d'appropriation, de victimisation, de séduction, voilà, enfin l'humain fait que moi j'étais tellement étranger à tout ça parce que j'ai vu l'aventure dériver dans l'enfer sans avoir les outils Hmm. pour gérer ça. Et à la fin de cette caravane, j'étais vraiment convaincu. Enfin, je me suis dit, plus jamais. Hmm. Puis au bout de quelques mois, on a tous été tellement blessés. Et au bout de quelques mois, je me suis dit, mais non, au contraire, c'est parce que justement la caravane amoureuse existe, c'est parce que justement nous ne sommes pas amoureux. Hmm. Donc il faut la refaire. Nous n'avons pas su être amoureux, il faut la refaire. Et donc nous avons fait une deuxième caravane amoureuse en 2006 en Roumanie, où là, ça a été magnifique, à la fois dans ce voyage avec les rencontres, mais aussi dans le groupe, qui a été beaucoup plus cadré. La troisième, ça a été en 2008, nous avons fait France, Suisse, Belgique. Hmm. 2010, on est allé au Liban, on a fait la Syrie, la même année, la Turquie, le Kosovo, la Bulgarie, on a fait 11 pays. Et ça a été extraordinaire. Là, le groupe, extraordinaire. On était 57 personnes, une émulation, un travail magnifique. Une déception, ça a été l'équipe cinéma, parce que moi j'avais demandé un travail, une mise en avant des rencontres, et le film n'a pas mis ça. Il a mis en avant la caravane, mais bon, c'était pas le travail demandé, donc ça, c'est un regret pour moi, parce que voilà, là, on a fait des rencontres en Syrie et au Liban qui aujourd'hui montreraient ces pays bien autrement que ce que nous montrent les Ouais. médias. Hmm. En 2012, nous avons fait la France, non, pardon, 2010 Liban, 2011 le Québec, alors à la demande de deux associations où nous sommes allés rencontrer les Amérindiens.
Et là encore, déception au niveau cinématographique, où là, la cinéaste charmante au demeurant n'a pas su remplir, je dirais, le cahier des charges. Mais bon, voilà, le 2012, la France, c'était la présidentielle. Et donc, je voulais une caravane amoureuse qui aurait été pour une présidence plus amoureuse. Ce qui montre vraiment notre optimisme, peut-être notre naïveté ou notre dimension d'utopiste. Voilà. Mais voilà, ça a été un voyage magnifique à travers notre pays et à travers tous les réseaux que nous connaissons, que ce soit Terre du Ciel, Colibri, et toutes les associations de gens qui œuvrent dans ce qu'on appelle la nouvelle conscience, et aussi tous les réseaux SAMU Social, Secours catholique, la Croix-Rouge. Enfin voilà, et ça a été plus de 150 associations hein, qui ont été partenaires, et vraiment je dirais, une lorgnette vraiment d'une France qui bouge, justement, Ouais. d'une France qui œuvre, positive, pas une France des cités, une France qui s'oppose entre le Front National et tous les autres partis, une vision, je dirais, dualiste, voire pire. Non, là, c'était vraiment une vision d'une France, justement, qui œuvre, où il y a toutes les confessions mélangées, où les gens ont une conscience. Ça existe, Ouais, cette ça France-là, ça existe. existe. Mm. Et elle est belle. Donc voilà, et évidemment, les médias ne nous la montrent pas, cette France-là, et ça, c'est Mm. grave. En 2013, nous sommes allés en Inde, à une suite à un voyage à Auroville, et donc une demande d'Auroville. Donc nous avons fait 3 États, le Karnataka, le Kerala et le Tamil Nadu. Nous sommes allés jouer pour les Adivasi, les tribaux, dans les slums, dans les bidonvilles, quoi. Et ça a été un voyage, et en même temps, on a amené le piano dans les grandes mégapoles, les mégapoles indiennes. Là, le film qu'a fait François Verlet a su rendre, je dirais, d'une manière très juste, l'esprit de la caravane amoureuse. Mm. 2014, on a fait la Tunisie. Et donc, tu me demandais, est-ce que l'actualité impacte pas la caravane? Si, bien sûr. D'une part, on a dû annuler la Tunisie. Et c'est vrai que ça me pose question. Je me dis, voilà, on a traversé 22 pays en 10 ans. Le projet est porté par l'UNESCO aujourd'hui, il est entré dans le cadre de la décennie mondiale pour la paix. Et néanmoins, on a traversé 22 pays, et dont certains qu'on a traversés, je pense à la Syrie particulièrement, et à la Tunisie, et de ces pays-là, surtout la Syrie, qui a sombré dans le chaos quelques mois après notre passage. Donc, c'est vrai que ça pose question. On se dit, est-ce que c'est... Là, on vient de faire la réunion pour l'Éthiopie, et on est une trentaine à partir avec une ONG qui s'appelle Ensemble. Et je me dis, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pas prétentieux? Est-ce que porter l'amour, quand on voit que finalement, après le passage, c'est pire? Alors je sais qu'on n'y est pour rien, mais ça me pose question. C'est Bien vrai que sûr. je suis un peu désabusé. Pour plusieurs raisons, c'est aussi, je dirais, tout ce jeu médiatique. Voilà, quand il y a eu les attentats en Tunisie le 19 mars dernier, la télévision, toutes les télés mondiales ont montré en boucle les mêmes images, voilà, de la fuite des gens du musée du Bardo, les militaires en position de tir, la police, voilà, l'armée, voilà, et ça passait en boucle. Est-ce que les médias du monde entier ont passé en boucle nos étreintes quand on a fait la Tunisie un an avant? Alors qu'on faisait la une. On faisait la une des infos là-bas quand nous y étions. La première chaîne tunisienne, toutes les infos tunisiennes. On fait vraiment, on fait le relais de notre aventure. Mais est-ce que les médias internationaux ont parlé de la caravane amoureuse? Mm. Pas un mot. Est-ce qu'elles ont montré en boucle la étreinte? Alors on pourrait dire oui, elles ne le font pas parce que c'est du voyeurisme, que de montrer la joie, que de montrer l'amour. Et c'est pas du voyeurisme que de montrer, dans ce cas-là, moi, je vais être un peu trivial, mais entre me montrer un homme qui découpe quelqu'un en morceaux ou me montrer un film d'amour, voire même un film X, je préfère regarder le film X, je veux dire, même si je ne suis pas un adepte. Mais je veux dire, c'est montrer l'horreur en permanence, je veux dire, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas quel est le but. Quel est le but? Et comme je disais tout à l'heure, montrer cette France qui s'oppose, alors que nous avons une France qui s'épouse. Mm. Et, et c'est ça qui donnerait du travail. Bien sûr. Parce qu'il y a des gens magnifiques qui ont des idées géniales, qui ont de l'innovation, qui entreprennent, et qui ont besoin d'aide en plus, qui ont besoin de gens qui s'engagent, parce qu'ils sont tout seuls à travailler, souvent isolés, parfois dans des régions enclavées.
Voilà, et puis ils font des trucs, c'est génial. Et il n'y a personne. Hmm. Il n'y a personne. Tout le monde va croupir à Pôle emploi, à la NPE, alors qu'il n'y a jamais eu autant de boulot. Le monde, la Terre est malade, il y a des pollutions, la Terre souffre, il y en a besoin il y en a besoin de gens qui œuvrent. Et il y a des réseaux magnifiques, et on ne les connaît pas. Et le pire, c'est que quand parfois il commence à se manifester de la part des pouvoirs publics, ça y est, c'est une secte. Voilà, caravane amoureuse, j'ai acheté un domaine ici en Charente. Voilà, je suis allé voir les élus avec mes bus. Je dis voilà, on va partir avec des artistes locaux, on va aller dans les hôpitaux, on va aller dans les prisons, on va aller voir les personnes âgées dans les maisons de retraite, on va aller dans les écoles. Voilà, pour parler d'amour, faire de la musique, amener des peintres, des artistes, des poètes, des sculpteurs, voilà, des musiciens et créer une sorte d'émulation, puis montrer les voyages à travers le monde, montrer la beauté du monde. Quand je leur ai raconté ça, la caravane amoureuse, c'est une secte, caravane amoureuse en plus. Hmm. Bon, du coup, les bus sont vendus. Là, j'ai vendu le dernier il y a 3 jours. D'accord. On n'a plus de bus. La caravane amoureuse, c'est pas parce qu'on n'a plus de bus qu'elle n'existe pas, parce qu'il s'avère que depuis 2 ans, en fait, nous louons des bus. Quand nous sommes partis en Inde, on a loué des bus. Quand on est parti en Tunisie, on a loué des bus. L'Éthiopie, on va louer des bus. Donc j'ai des bus au domaine qui ne roulent pas, Hmm. qui pourrissent. Donc voilà, ça ne sert à rien que je les garde, que je paye l'assurance, leur entretien. Ça me coûte très cher en plus. Donc à un moment donné, je les ai vendus les trois. Et puis Hmm. voilà, on n'en parle plus. Ouais. Et Et ça continue en les louant. oui, ouais. Et le domaine des Sarres aujourd'hui, il donne un petit peu aux nomades que tu es un ancrage justement pour se réaliser davantage en France et parler et tisser un peu ces réseaux dont tu parlais et être aussi un acteur vraiment au niveau local, quoi. Oui, alors bah, c'est ça, c'est tout le paradoxe. Je crois que je demeure hélas dans une région, la Charente, qui n'est pas très, on va dire, très active. J'ai un ami qui est aussi très connu, qui s'appelle André Stern, qui lui aussi qui vit à Poitiers, sur l'Allemagne, sur la Belgique, sur la Suisse, et moi c'est pareil. Je suis tout le temps, si tu regardes mon agenda sur mon site, je suis tout le temps on va prendre la zone de Nice jusqu'à Bruxelles, en passant par la Suisse allemande, et toute la zone est de la France. Là, je suis tout le temps. Ça bouge plus par là. C'est curieux. Et je suis allé voir un élu il y a quelques jours là on faisait le constat ensemble. C'est vrai qu'ici on est dans une région très rurale. C'est le pinot, c'est la chasse, c'est pas. Je vois quand je fais des stages ici de gens jouent à la musique de la vie, ça c'est plein, mais c'est des gens qui viennent de partout, sauf de Charente. Voilà. Et puis quand je vais donner des stages ou des concerts ailleurs, voilà, sur la Bourgogne, sur l'Est, voilà, les gens sont là, les gens des villages. C'est curieux, ouais, il y a quelque chose qui fait que si c'est un petit peu, encore pour le moment en tout cas, enclavé. Mais Ouais. c'est comme ça. Avant une émergence future, très certainement, hein, le chemin est long, on suppose. En même temps, voilà, le domaine, moi je l'avais acheté pour les bus au départ, pour pouvoir parce qu'il y a un grand parking. Voilà, c'était une ferme agricole. Voilà, j'ai acheté une ferme agricole en fait. Quand on dit domaine, les gens se disent oui, c'est acheter un château. Non, c'est une ferme, hein, une ferme charentaise. Et donc il y a un grand parking pour les machines agricoles dans lequel en fait, maintenant il n'y en a plus, j'ai mis les bus. Donc maintenant évidemment ce parking est vide, mais le hasard de la vie est très curieux. J'ai acheté dans un village qui s'appelle La Touche. Donc pour un pianiste, évidemment, la touche de piano. Donc j'ai créé un festival il y a 4 ans qui s'appelle le Festival de La Touche. Voilà. Et on a chaque année un millier de personnes qui viennent Voilà. pendant une semaine. Ça a beaucoup de succès, peu de Charentais. On a des gens qui viennent du Maroc jusqu'à la Hollande et de la Suisse, évidemment, et de toute la France. Mais peu de Charentais, peu de locaux, très peu de locaux. Ouais. Mais bon, les élus commencent à s'y intéresser. Il commence à y avoir un partenariat avec l'Office de tourisme local, avec aussi des services comme une scène nationale pas très loin d'ici. Et puis voilà, et puis aussi des structures d'accueil qui aussi nous accompagnent. Donc voilà, on n'est pas seul, hein, Dieu merci. On est quand même très aimé. Voilà, on a par contre ça aussi, c'est qu'au niveau local, même si les gens ne viennent pas, bougent pas, cela dit, ils nous respectent beaucoup dans notre travail. Bien sûr, bien sûr. Et puis c'est œuvrer aussi à un niveau local autre que les humains, c'est être présent
voilà, à un certain niveau aussi. En tout cas, ben, merci pour ce parcours riche et très intéressant. Donc, ta prochaine actualité, là, c'est sur la préparation essentiellement de la caravane. Il y a plusieurs actualités. Donc, il y a effectivement cette caravane donc, en Éthiopie. Et donc, nous avons fait la deuxième réunion préparatoire, la première étant, c'est en fait le jour de l'an. On a passé le jour de l'an ensemble pour apprendre à se connaître, voilà, et à un peu s'éprouver dans le vivre ensemble, et puis aussi à connaître le projet. On a fait la deuxième réunion le 22-23 mars dernier, et puis donc on sera une trentaine à partir. Et j'avoue que toutes ces personnes qui sont venues d'un peu partout m'ont vu un petit peu désabusé, justement. Hmm. J'aurais fait un petit peu ce retour là que je viens de faire. Et d'autant plus l'Éthiopie, il faut quand même le savoir, c'est quand même un pays qui est quand même un pays pas, pas sûr, hein, qui est quand même difficile. Il y a quand même des risques potentiels, surtout dans le nord. Le sud, non, a priori. Mais il y a quand même la Somalie, le Soudan, le Kenya, qui sont des pays frontaliers. Nous avons l'Érythrée au nord, et puis pas très loin le Yémen. Donc voilà, il faut quand même rester lucide et être conscient que ça peut être très dur. Hmm. D'autant plus en plus que le pays, il est là où on non plus. C'est, voilà, il y a le paludisme, il y a la dengue, il y a la fièvre jaune, il y a différentes maladies qui sont sérieuses. Enfin voilà, c'est pas un voyage nécessairement facile. Hmm. Vous allez rencontrer des peuples premiers, les tribus comme les Hamers, les Mursi, plusieurs tribus, dont certaines sont en conflit, en guerre interethnique, et où ils n'hésitent pas à tirer à la Kalachnikov sur eux. Donc voilà, il faut être lucide. Et le groupe qui était là le week-end dernier sont vraiment, comment on pourrait dire, très motivés. Donc, vraiment, donc je suis plus motivé que moi, le créateur de ce concept. Donc ça m'a fait chaud au cœur. Voilà, donc voilà, on verra bien. Ouais. Donc je ne cache pas que je suis un petit peu, euh, ouais, un petit peu inquiet sur cette caravane. Je me dis, ça va, c'est pas le Maroc, quoi. Hein. C'est va être plus difficile. Bon, en même temps, Inch'Allah. Voilà, je crois que c'est notre rôle, c'est de porter la foi en l'homme. Hmm. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un travail de sape, voilà, que ce soit au niveau des médias. Ils n'en ont peut-être pas conscience, mais c'est un véritable travail de sape. Et puis les terroristes font le même boulot. Je pense que c'est. Je vais être dur là, mais pour moi, c'est la même chose. C'est un travail de sape au plus profond de ce qui est, je dirais, la foi en la beauté de l'être humain. Et donc, ouais, donc, il faut y aller. Je pense qu'il faut vraiment continuer à œuvrer, montrer cette beauté. Et j'espère que le cinéaste qui va nous accompagner là va savoir vraiment, et l'équipe du journal de bord, ainsi que le photographe, parce qu'il y a un journal VSD qui va couvrir l'événement. J'espère qu'ils sauront se mettre au service de ce que j'ai envie de, moi, Hmm. essayer de porter. Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Ça, c'est la première actualité. Puis l'autre actualité, c'est là, c'est plus personnel. C'est un livre qui va sortir prochainement chez Guy Daniel qui s'appelle. Alors, je ne sais pas encore. J'avais pensé Icar éternel. Après, j'ai pensé Taliban, mon amour. Voilà, évidemment, le titre peut faire bondir les gens, mais bon, je crois que c'est l'expression la plus je dirais, la plus proche je dirais, de ce qu'est l'âme christique. Voilà, aimer ses ennemis. Il n'y a pas de, comment dire, d'apologie du terrorisme en disant Taliban mon amour. C'est cette conscience que, De voilà, transformer par l'amour, quoi. voilà, Hmm. c'est vraiment, je crois que je repensais à Dieudonné qui avait dit je suis Charlie Koulibaly. Oui, parce que moi je comprends, parce que le capitalisme, ça fait des dégâts hein, sur la Terre. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, oui, ça apporte un certain progrès, mais à quel prix? Hmm. À quel prix le progrès, la planète ravagée, la pollution, toute cette chimie destructrice qui tue l'atmosphère, qui acidifie les océans et qui tue les gens. Donc, et pas 10, pas 15, pas 20, ça en tue par milliers. Donc, faut être réaliste. Donc, je crois que ouais, il y a aujourd'hui une grosse remise en question. Et hélas, nos politiques n'en prennent pas le chemin, ouais, n'ont pas cette humilité. Ouais. Ouais, ouais.
Donc voilà, dans l'immédiat, je dirais les- l'actualité. Super. Bah, écoute, merci Marc de ce temps que tu nous as accordé. Merci encore. Et puis bah, vraiment, voilà, que cette vidéo aussi donne plein d'élan d'amour pour ton projet et la prochaine caravane aussi avant tout. Voilà, ouais, à quel point ça doit pas être simple aussi. Voilà, beaucoup de succès là-dedans. Et puis du fait aussi que tu crées en quelque sorte ton propre média en tenant à chaque fois à travailler avec des cinéastes, c'est aussi contribuer à une meilleure diffusion de l'information et à une information un peu plus amoureuse, un peu plus véritable. Donc, euh, donc c'est chouette aussi. Oui, l'amour, faut pas se leurrer. L'amour ne résout pas tout. Non, Parce que surtout quand il est porté par des hommes ou des femmes, je veux dire, voilà, il y a derrière tout ça beaucoup de choses, beaucoup d'attentes. Les gens s'imaginent beaucoup, d'abord idéalisent beaucoup, et puis il y a beaucoup d'attentes, et qui est assez logique. Et les gens sont déçus, du coup, parfois, et je l'évoquais tout à l'heure, les gens peuvent être déçus par la caravane amoureuse, parce que c'est vrai qu'on n'a pas répondu à leurs attentes. C'est-à-dire justement de parler d'eux, parce que voilà, parce que j'en suis le premier responsable, hein, après tout. Après, voilà, ça reste pas simple. Tu parlais de mon parcours d'homme tout à l'heure. Quand tu m'as présenté tout à l'heure, tu m'as présenté un petit peu d'une manière un peu, on va dire, voilà, comme si tout m'avait réussi, comme si j'étais un peu un homme, entre guillemets, extraordinaire, exceptionnel. Bon, je le suis pas du tout. bien sûr. Je suis loin d'être une oie blanche. J'ai dans ma vie été maladroit. J'ai été très maladroit avec l'amour. J'ai été, comment on pourrait dire, impatient, très gourmand, pas toujours soucieux de l'autre, surtout à 17, 18 ans. Donc, voilà. Mais en même temps, je me suis rendu compte qu'avec voilà, avec le temps, que ce que des personnes ont pu me reprocher, d'autres pour les mêmes choses que j'ai pu faire, me remercient aujourd'hui encore. Donc après, je me suis rendu compte que j'étais en face des ressentis humains. Et donc voilà, cela dit, voilà, ça reste, c'est vrai. L'objectif a été d'être le plus à l'écoute, voilà, de ce qui pouvait s'appeler le vibrant, voilà, de l'existence. J'ai souvent trébuché avec ce vibrant, et mais je regrette pas, ça c'est Oui. clair. L'autre, l'autre me touche encore, et voilà, je vis avec une femme merveilleuse parce qu'elle sait que je l'aime, mais elle sait que je peux aimer d'autres personnes. Et elle le comprend parce que ça peut aussi lui arriver. Et on en sourit parce que voilà, elle sait s'émerveiller, je dirais, de la beauté de l'être humain. Il n'y a pas ce déni. Voilà, c'est ce qui me semble le plus grave dans les relations humaines parfois et surtout dans les couples. C'est quand il y a une sorte de déni. Je trouve, une grande hypocrisie du mariage aujourd'hui, c'est de ne pas reconnaître cette réalité-là. Alors, je ne fais pas une apologie de l'adultère, hein, de l'infidélité, loin de là. Au contraire, je dis juste que c'est se reconnaître aujourd'hui que, voilà, quand on se marie avec quelqu'un, c'est pour, je crois, épouser tout. C'est pas, on se marie pas juste avec, on n'aime pas quelqu'un pour aimer quelqu'un. On aime quelqu'un pour, avec cette personne, aimer le monde, aimer les autres. C'est pour, à un moment donné, être complice avec cette personne, pour s'émerveiller ensemble. C'est, je pense, tout l'intérêt du couple, qui devient une sorte de force pour s'émerveiller de la vie, des autres, et du coup en tirer une sorte de substance sacrée, à la fois dans l'intime et à la fois dans le créatif, je dirais, sur tous les plans. C'est ça l'intérêt. Parce que si c'est pour être dans la négation du vibrant, on est dans l'hypocrisie, on est dans le mensonge, on est donc dans la surveillance, on est dans le contrôle, on est dans l'emprise, on n'est plus dans l'amour. Et on est dans une sorte de mensonge que nous connaissons tous, qui va générer d'énormes violences. Et je crois qu'il serait temps là aussi au niveau des pouvoirs publics, au niveau donc des institutions qui marient les gens, c'est-à-dire à la fois l'Église et la mairie, de reconnaître ça, de dire dans le mariage, vous vous épousez, c'est pour épouser tout ensemble et d'être complices, et vous émerveiller du monde ensemble, et trébucher ensemble face à ce monde, et vous relever ensemble. Alors qu'aujourd'hui, quand quelqu'un trébuche, ça y est, c'est le diable. Bien sûr. C'est une salope, c'est un salaud, ça crée des divorces absolument très violents avec les mots, très violents avec les gestes, 200 000 femmes battues par an, des morts, je ne sais plus combien, je crois que c'est en moyenne deux jours et demi qui meurent.
tué par son conjoint. Donc, c'est parfois les enfants. Enfin, on se rend compte que, oui, je me rends compte qu'il y a vraiment aujourd'hui urgence de, d'amener l'humain à se réconcilier, je dirais, avec tout le vibrant de la vie, avec tout ce qui peut, d'arrêter d'être des talibans. Je crois que voilà, les talibans ne sont pas qu'en Afghanistan. La lapidation, oui, il y a les pierres, mais il y a la lapidation avec les mots. Il y a la lapidation donc, verbale du regard, qui est terrible. Et ça existe ici chez nous. Ça existe. On se rend compte qu'il y a une énorme violence face à la vie, face à, je dirais, à tout ce qui peut nous épanouir et nous amener à nous accomplir. Ça, c'est terrible. Donc voilà, tout mon travail est un peu à ce niveau-là. C'est tout le sujet du prochain livre. Je ne sais pas te dire, voilà, envole-toi. Oui, le livre pourrait s'appeler aussi Soif d'envol. Ou Déploie tes ailes et laisse le ciel voler à travers toi. Mais c'est vraiment ça, cet envol légitime. Et on se rend compte que tout le drame du champ humain est là. Ce qu'on fait aux petites filles en Afrique, l'excision par exemple, ça veut dire tu ne jouiras pas par toi-même. Mais en France, quand on dit à quelqu'un, c'est pas pour toi, tu mérites pas, tu te prends pour qui, tu n'as pas droit, t'es pas assez bien. euh, Quand on culpabilise la personne d'être insuffisante, c'est une forme d'excision psychologique. Voilà, c'est pour ça que attention, je dirais voilà, à bien prendre conscience que les talibans ne sont pas là-bas. Et si ça existe, ça n'est que le miroir grossissant de nos réalités que nous nourrissons en permanence. Ce que j'appellerais, moi, l'équation du miroir. Et ça, c'est une équation imparable. Mais je crois que tu résumes très très bien les choses et je te remercie pour cette belle conclusion qui est très touchante aussi parce que tu montres à quel point on peut être fragile, on peut Voilà. être imparfait et amoureux et garder quand même cette ligne de directrice et donc c'est super. Ouais, ouais. Merci en tout Et cas. je crois que si tu veux une conclusion, je te dirais, voilà, le fait que nous soyons insuffisants, maladroits, qu'on manque de discernement parfois, c'est pas une tare, Hmm. c'est pas une faute, c'est pas un péché, c'est une chance. Parce que c'est ça qui donne sens à la vie. Et c'est quoi le sens? C'est grandis, améliore-toi, transforme-toi. Oui, oui, c'est inhérent. C'est pour ça que j'aime pas qu'on me présente, moi, quand les gens idéalisent, que ce soit moi ou d'autres d'ailleurs, ou parfois quand il y a des maîtres spirituels qui se présentent comme des êtres accomplis, réalisés. Moi, je trouve ça grave. Non, nous sommes des humains et c'est beau, j'ai rien à cacher. Oui, bien sûr que je trébuche, bien sûr que. Et bah oui, alors. Et bien sûr que j'ai parfois que je défaille, ben oui, ben je grandis, je fais mon chemin, et alors, ben voilà. Puis quand l'autre en face, qui est en face de moi, je le vois parfois maladroit défaillir, trébucher, je ne veux pas le piétiner, ça me touche, ça me renvoie dans mon humanité, et du coup, c'est cadeau, et on est là pour justement nous agrandir les uns les autres. Je crois que c'est ça vraiment le vrai sens de la vie. Pour moi, en tout cas, il est là. En tant que musicien, je dirais que une musique sans fausse note, ça n'est pas possible déjà. Ça n'est pas possible. Et le rôle du compositeur, c'est d'amener la fausse note justement vers l'harmonie. Et c'est là tout l'intérêt de la création, c'est d'amener le laid vers le beau. J'étais dans un collège il n'y a pas longtemps là pour parler aux jeunes, un collège catholique, et les jeunes devaient faire leur profession de foi. Et puis il y a une femme qui dit et vous devez dire à l'évêque je renonce au mal. Et, et du coup il y avait une dizaine de jeunes et cette personne dit mais non, pourquoi? Il ne faut pas renoncer au mal, il faut l'accueillir et pour pouvoir le transformer et en faire quelque chose. Et c'est ça notre aventure de vie. C'est ça l'intérêt de l'existence. C'est de donner, c'est de rendre beau le lait. C'est de rendre belles les fausses notes. C'est de magnifier ce qui est détruit ou qui a été abîmé. Elle est là. Je crois que c'est là tout le sens de notre responsabilité et de l'aventure de la grande humanité. Voilà, ce serait Ouais. ça, en conclusion. Eh bien, merci pour cette belle composition. En tout cas, ça va nous inspirer pour la suite, ça ce qui est certain. Il y a plein de belles notes, il y a plein de fausses notes aussi, comme tu le disais, et c'est ouais, c'est justement pour ça que ça sonne bien, quoi. Et merci beaucoup, Marc. Et puis, bon, bah, bienvenue à ton nouveau livre qu'on aura plaisir à découvrir en tout cas. Et Dans bonne quelques suite à, en bonne suite à septembre. toi. Merci.
Merci Thomas et merci vraiment pour ce que tu fais Ouais, aussi. merci. Au revoir.